Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Caroline et je suis ravie de vous accueillir dans la Gueule de l'Emploi sur Radio JM, une émission hebdomadaire pour parler d'emploi, faire rayonner les entreprises et les institutions de notre magnifique territoire. Alors aujourd'hui, notre émission sera dédiée à notre dossier spécial sur les métiers en tension du secteur maritimo-portuaire, en collaboration avec notre partenaire l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos, afin de vous faire découvrir tout au long de cette année des métiers passionnants, souvent méconnus mais pourtant essentiels. Et pour les 25 prochaines minutes, nous allons prendre le large, cap sur la mer, les ports, les cargos, les officiers. Bref, on va parler maritime avec un grand M, avec le directeur général de l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, qui forme les officiers de la marine marchande et des ingénieurs en génie maritime. Une école d'excellence au cœur des enjeux de transition, de souveraineté, d'ouverture au monde et qui forme surtout à des métiers qu'on connaît encore trop peu, alors que les besoins explosent. François Lambert, un grand merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans la Gueule de l'Emploi. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors François, dans la Gueule de l'Emploi, on aime toujours démarrer par le début, parce que le parcours d'un invité, c'est aussi souvent une source d'inspiration pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc on aime bien savoir par quoi vous avez démarré et ce qui vous a marqué. François Lambert, directeur général de l'ENSM, quel a été votre premier job et quels en sont les enseignements que vous en gardez encore aujourd'hui ? Ravi d'être avec vous. Alors effectivement, je pense que c'est important de démarrer par le début. Je peux vous parler de mes boulots étudiants. Mon vrai premier job, ça a été d'être stadier. Alors je sais que c'est pas trop à la mode ici, mais j'étais au stade de Gerland à Lyon, à l'époque où ils jouaient au stade de Gerland, parce que j'ai fait mes études à Lyon. Et j'étais très content. Mais c'était terrible, non ? Le stade Gerland, on n'aimait pas du tout. On n'aimait pas du tout. On n'aimait pas du tout. Voilà, c'est ça. On préfère clairement le vélodrome. Le vélodrome. Bon, il n'empêche que j'étais payé correctement, et puis je faisais des inventaires aussi le soir, je faisais des petits boulots, ça m'a donné aussi ce goût du travail. Après, plus sérieusement, mon vrai premier job dans le maritime, j'ai été directeur départemental adjoint des affaires maritimes dans le Pas-de-Calais. Donc là non plus, c'est très très loin de Marseille, donc mais on aime bien quand même. Et ça m'a donné vraiment l'intuition que la politique publique de la mer devait se construire à partir d'une logique de territoire. Et je suis heureux de pouvoir décliner ça aujourd'hui sur la formation, et je vais vous en parler. Donc l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, a été créée en 2010 en regroupant plusieurs écoles dites écoles d'hydro, écoles datant du XVIe siècle. Alors, question facile pour nous permettre de comprendre un peu le contexte. François, vous avez 2 minutes pour nous résumer à peu près 4 siècles d'histoire. Ça va, ça le fait là on est bon ? Tranquille. On va essayer. Donc 1571, il y a une idée qui émerge. C'est une bataille qui s'appelle la bataille de Lépante, à laquelle la France n'est pas partie prenante, parce que la France n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une puissance maritime qui s'ignore peut-être un peu parfois, mais elle ne l'est pas encore. Et un roi qui s'appelle Charles IX décide de créer à Marseille, il a le bon goût de le faire à Marseille, la première école d'hydrographie. À jamais les premiers. Déjà, avant 93, à jamais les premiers. Et on a donc cette école qui se crée. Un siècle plus tard, c'est Colbert qui développe ce principe d'école d'hydrographie un petit peu partout en France, à Dieppe, au Havre, à Brest, mais également à Nantes. Et donc il y a au milieu du 19e à peu près une cinquantaine d'écoles qui sont devenues par la suite des lycées maritimes ou des écoles de la marine marchande, des hydros effectivement, des écoles nationales de la marine marchande. Et ça a amené en 2010 à la construction de cet établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. C'est nouveau parce que 2010, donc c'est un nouveau statut, ça vient fusionner ces 4 sites qui sont le site du Havre, le site de Marseille, le site de Nantes et le site de Saint-Malo, mais ça fait réfléchir à ce que doit être finalement le modèle de l'enseignement maritime en France. Dans les années 60, on avait consolidé ces 4 écoles nationales autour d'un beau projet qui était celui de soutenir le pavillon français, soutenir le pavillon national. Et puis l'histoire a été un petit peu différente. Les années 70-80 ont vu l'apparition de pavillons de complaisance et la baisse de la compétitivité du pavillon français. Tant et si bien que certains se sont demandé si en 2010, c'était pas un peu le champ du cygne et si on n'allait pas devoir fermer un certain nombre de sites. Force est de constater que non, on l'a pas fait. On a consolidé ces sites, on a de nouvelles implantations qui sont au Havre depuis 2015, à Nantes et à Saint-Malo en 2023 avec des bâtiments plus modernes. On a une
une rénovation sur le site de Marseille, un capacitaire plus important, avec des objectifs ambitieux. Et donc ce modèle, qui est le modèle de l'ENSM, aujourd'hui, c'est un modèle qui était un peu complexe en 2010, qui n'était pas envisagé de la même manière, mais force est de constater qu'il marche. Voilà. C'est bon, j'ai pris 2 minutes pour résumer l'histoire. On était parfait, mais du coup, j'ai une petite question quand même. C'est l'impact de la fusion, finalement, sur la partie formation. Alors, l'impact sur la partie formation, c'est la répartition et la spécialisation des sites. On a structuré les sites différemment, c'est-à-dire qu'on a un parcours d'officier polyvalent qui est basé à la fois à Marseille et au Havre. Donc on fait les 3 premières années, le cycle dit opérationnel sur Marseille, puis on va faire le cycle directionnel au Havre. On a un parcours d'officier monovalent pont qui est basé au Havre, et depuis cette année, on a les 2 premières années que l'on peut faire sur le site du lycée maritime de Bastia. C'est nouveau, en partenariat avec différents acteurs économiques, notamment la Corsica Linea, la Méridionale et CMA-CGM. Et puis le parcours d'officier monovalent machine qu'on va faire à Saint-Malo en 3 ans. Donc vous avez une spécialisation des sites, et puis il ne faut pas oublier la diversification de l'école, puisque l'école en formation initiale, elle est allée vers d'autres types de métiers. Je pense notamment aux ingénieurs en génie maritime, puisque à Nantes, on forme aujourd'hui des ingénieurs en génie maritime depuis 5 ou 6 ans. C'est une formation qui est très structurante pour notre école. Et puis à côté, on fait de la formation professionnelle, ce qui représente une part non négligeable de notre activité, et qui est très prisée par les compagnies maritimes, puisque qui dit formation professionnelle dit aussi promotion sociale, et je pense que c'est important aussi pour le secteur, et notamment pour votre partenaire, l'Union maritime et fluviale, puisqu'ils sont très attachés à cet enjeu-là. Il y a aussi une progression tout au long de la vie. Voilà ce que fait l'école. Je ne veux pas oublier le pan de la formation continue. On a plus de 3000 stagiaires chaque année, avec des requalifications, mais aussi des formations très spécifiques qu'on met à jour. Je pense à l'hydrogène, à la transition énergétique, au vélic, ou à d'autres choses qu'on a initiées. Et alors vous, François Lambert, plus personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer l'école du service public de la mer en 2008 et à faire toute votre carrière dans le maritime avant de rejoindre cette grande maison en 2022 ? Vous êtes bien renseignée, Caroline, effectivement. 2008, je fais mon travail. Vous faites très bien votre travail. 2008, mais j'étais en classe préparatoire pour ce qu'on appelle classe de pré-PENA. Je préparais le concours administratif, et puis passé par là un concours, qui est le concours des affaires maritimes. Je connaissais pas vraiment ce corps-là, et j'ai réfléchi au concours que je pouvais passer. Il se trouve que c'est le premier concours que je passais, mais j'ai pas mal travaillé sur mon oral, et je me suis interrogé assez profondément, comme le font d'ailleurs les jeunes, mais peut-être plus jeunes. On parle toujours d'une classe d'âge qui est un peu différente, d'une génération qui arrive. Je pense qu'ils sont plus matures que moi je ne l'étais à l'époque. C'est-à-dire que moi je me suis posé ces questions-là sur ce que je voulais faire dans ma vie, finalement un petit peu après. Et donc j'avais 23 ans, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui peut me donner du sens, qu'est-ce qui peut faire que dans ma vie j'ai envie de travailler à une cause. Et j'ai repensé à une catastrophe écologique qu'on avait vécue, parce que moi je suis originaire de la côte atlantique, de l'île de Ré, par ma maman, et l'Erika, qui m'avait beaucoup marqué, la plage de mon enfance qui avait été souillée par ce naufrage, et puis au-delà de ça, j'ai passé une partie de mon enfance en Corse grâce au travail de mon père, et donc j'ai toujours été très attaché à la question maritime. Je voyais ces bateaux passer dans le golfe d'Ajaccio quand j'étais petit, et donc voilà, je me suis dit que j'allais aussi allier l'utile à l'agréable, et puis je suis toujours pas déçu. François Lambert, directeur général de l'ENSM, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une école qui forme au métier de la mer et du transport maritime, mais qui reste encore trop méconnue du grand public. Pour vous, à quoi cela est-il dû, et qu'est-ce qui fait qu'on a souvent une image très fermée, parfois même un peu poussiéreuse du monde maritime? Et du coup, comment est-ce que vous y prenez à l'ENSM pour inverser cette tendance ? D'abord, on n'est qu'une partie de cette belle politique publique de la mer qui est défendue par un ministère qui est en charge. Alors parfois c'est un ministère qui est uniquement en charge de la mer, parfois c'est en charge d'autres choses, mais il y a une permanence autour de la question maritime avec une direction générale qui l'opère, et puis il ne faut pas oublier les acteurs privés qui œuvrent à cela, hein. Donc la DG AMPA, Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture pour le secteur public, et puis du côté du secteur privé, le cluster maritime français, Armateurs de France, ici localement le comité Marseille des Armateurs de France, l'Union maritime et fluviale, autant de structures qui nous aident
à promouvoir l'enjeu maritime. Donc on n'est qu'une partie de tout ça. Vous avez raison, image un peu poussiéreuse, un peu conservatrice, parlons même d'endogamie, quand on n'est pas fils de quelqu'un qui travaille sur le port, qui est officier de la marine marchande, qui est engagé dans des métiers maritimes, on ne pense pas, et j'ai Non, bien on se pose même pas la question. on se pose pas la question parce qu'en fait on veut pas le connaître. Et ça c'est une réalité qu'on doit évidemment dépasser. Et vous avez beaucoup d'acteurs du maritime qui eux-mêmes le disent. Donc c'est-à-dire que nous on le dit à l'école, mais vous avez beaucoup d'acteurs du portuaire qui ne veulent pas de cette logique-là. Idem sur le volet pêche. Donc, on a un travail de promotion à faire. Donc à l'échelle de l'école, ce qu'on fait très modestement, nous on a développé le concept d'équipage promotionnel. Alors c'est aller dans les lycées, aller dans les collèges, avec un officier de la marine marchande qui est passé par l'école, un cadre de l'école, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, et puis un élève pour parler de la scolarité, de la formation et des métiers qu'on va faire derrière. Et puis on développe autour de ces différentes raisons, dès que je peux en parler, aujourd'hui par exemple, autour de bonnes raisons pour pouvoir être marin. La stricte égalité salariale, j'ai dit un fils, ça peut être une fille, stricte égalité salariale femme-homme, c'est pas le cas dans tous les métiers, des responsabilités extrêmement jeunes, un métier très technique, avec une très grande ingénierie, une capacité demain à se reconvertir, des voyages toute l'année, parce qu'on voyage un peu partout quand on est au long cours. Ça doit être attractif comme argument. Même si les choses ont changé, c'est-à-dire que les voyages au long cours qui amenaient pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, aujourd'hui c'est réglementé par le droit international, et fort heureusement d'ailleurs, et puis les escales sont de plus en plus courtes, on est dans un transit time qui va obliger à faire déchargement le plus rapidement possible, donc on n'est plus dans le même type de navigation. Cela dit, il y a d'autres avantages, il y a d'autres avantages, je parlais de l'ingénierie, de la technicité. Alors justement, François, on lit sur le site de l'école que les compétences maritimes sont rares, mais qu'elles ouvrent des perspectives très larges. Embarquement, vous le disiez tout à l'heure, ingénierie navale, offshore, sûreté maritime, armement. Quelles sont finalement les grandes familles de parcours possibles après une formation à l'ENSM et à quel métier forme-t-elle? De la même façon, quand on sort diplômé, est-ce qu'on est destiné à naviguer toute sa vie ou est-ce qu'on peut évoluer vers d'autres trajectoires? Non, on peut évidemment évoluer vers d'autres trajectoires et c'est même promu. On a deux grands types de formations. Il y a les formations navigants et non navigants. Donc la principale caractéristique de cette école, c'est une école de la marine marchande. Donc on forme des navigants. Et les navigants, on les forme depuis 1571. Donc vous avez les 3 parcours que je vous ai décrits tout à l'heure, polyvalent, donc pont et machine, monovalent pont, monovalent machine. Et puis à côté de ça, vous avez les ingénieurs non navigants. Alors je dis ingénieur parce que c'est un sujet important. Le diplôme d'officier polyvalent comme le diplôme d'ingénieur en génie maritime, c'est un vrai diplôme d'ingénieur. Donc vous avez déjà une réponse sur la question de la reconversion. C'est des compétences qui sont très valorisées. Et puis on a des parcours qui sont je parlais de formation professionnelle, qui sont liés à l'obtention d'une capacité, 3000 UMS, donc c'est un tonnage de navire, c'est à peu près 100 mètres de navire. Le chef 8000, le chef illimité, le capitaine illimité, c'est des possibilités qui sont données à des officiers de la marine marchande d'aller évoluer un peu partout dans le monde sur différents types de pavillons. Et cette compétence-là, qui se structure autour de compétences clés, parce que donc à l'école, on décline en fait ce qui est prévu par la Convention internationale sur les officiers de la marine marchande. C'est pas très innovant, c'est-à-dire que nous on suit ce cadre-là et d'ailleurs on nous reproche quand on le suit pas de ne pas le faire, sinon on peut pas diplômer nos élèves, c'est extrêmement important. Donc c'est basiquement de la navigation, de la mécanique, de la construction, exploitation, sécurité du navire, de l'électronique, électrotechnique et des automatiques, c'est matière en hic, des fondamentaux, parce que c'est important de savoir vectoriser quand on fait de la navigation, et puis une originalité des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'en fait on a une complétude dans cette formation, alors avec des niveaux différents. L'officier monovalent fait pas la même chose que l'officier polyvalent, mais ça peut, d'abord dans le temps, avec la formation professionnelle, il peut redévelopper, mais toutes ces compétences-là, qui sont renforcées par la présence à bord, dont on contrôle, évidemment, par le biais d'un registre de formation à bord, l'utilisation,
eh bien, ces compétences-là, elles sont extrêmement valorisées par la suite. Donc nous, on fait pas ça toute sa vie, on navigue le plus longtemps possible. Je veux pas de problème avec les armateurs, donc je le dis très sincèrement, oui, on navigue le plus longtemps possible quand on rentre à l'école, et c'est ce qu'on revendique. Et alors justement, vous le disiez en préparation de cette interview, on aura besoin de 35 000 professionnels d'ici 2030, et il en manque déjà 9 000 aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce besoin massif, et quelles sont les grandes dynamiques à l'œuvre dans le maritime aujourd'hui? De la même façon, vous m'expliquez en préparation toujours de cette interview que former un officier, c'est long, c'est normé, c'est exigeant. Du coup, combien d'élèves est-ce que vous formez chaque année et de quoi est-ce que vous auriez besoin pour en former plus? Alors, en former plus, il faut éviter la crise de croissance, c'est-à-dire que la France a toute sa part à jouer dans cette évolution du transport maritime mondial. C'est la réponse à votre question, c'est la massification. C'est-à-dire que quand on voit arriver un navire de gros tonnage avec des biens de consommation qui sont liés à notre utilisation, à la mondialisation, c'est un symbole de la mondialisation. Le commerce Est-Ouest, il est lié à ça. Donc on continue à fabriquer aujourd'hui massivement dans les pays asiatiques, et puis on les importe du côté de l'Europe. C'est une logique. Alors évidemment, on fait pas que ça, hein. Il y a aussi des navires câbliers, il y a aussi des ferries, il y a aussi la croisière, il y a aussi des navires de service. Il y a toute une série, des vraquiers, il y a toute une série de navires avec des matières premières, des navires énergétiques, le gaz, le pétrole. Mais tout ça, moi, me fait dire que cette massification, l'agrandissement de la taille des navires, de la capacité de stockage, fait qu'on a une augmentation du transport maritime mondial. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la réduction de sa part en gaz à effet de serre et donc à la décarbonation, c'est pas complètement sans lien, mais la massification elle est réelle. Et ça reste le mode de transport finalement le plus performant au plan écologique. Hein. Si vous commencez à mettre tous les camions sur la route, quand vous voyez un porte-conteneur qui arrive à 22 000 EVP, c'est évidemment beaucoup plus impactant pour notre planète. Donc c'est ça qui explique ça. Et puis il y a aussi une pyramide des âges. Il y a une pyramide des âges qui est à la faveur aujourd'hui de nos officiers de la marine marchande. Et puis je renforce encore l'argument sur la volatilité, parce que nos jeunes, aujourd'hui, je vous le disais, ils n'auront pas le même métier toute leur vie. Nous-mêmes, on est de la même génération. Caroline, on nous disait que on changera 2 fois, 3 fois, 4 fois de métier dans notre vie. La réalité, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on peut changer 10 fois de métier dans sa vie. Les jeunes qui sont à l'école, ils se posent déjà la question de savoir ce qu'ils veulent faire après, dans 10 ans, 15 ans, j'espère, et pas dans 2 ans ou 3 ans, parce qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus liés à leurs compétences stratégiques. C'est une compétence rare, donc il faut la préserver. Et pour répondre à ça, du coup, de quoi est-ce que vous avez besoin pour former plus d'élèves? On a un besoin aujourd'hui de financement, c'est-à-dire que nous, on est soutenu par l'État dans le cadre d'une subvention pour charge de service public, on doit développer nos ressources propres, et on est dans l'attente d'un soutien qui soit plus franc et plus massif de la part des acteurs du transport maritime. On a mis en place une fondation dans laquelle un certain nombre d'acteurs majeurs d'ailleurs du transport maritime s'impliquent. On a besoin de voir un peu plus loin, c'est-à-dire d'avoir une durabilité dans ces financements-là. Après, en termes de capacitaire aujourd'hui, moi, j'assume donc ce qui a été demandé par le président de la République, c'est-à-dire le doublement du nombre d'officiers diplômés par l'école entre 2021 et 2027, et donc on arrivera en 2027-2028, sur cette année scolaire-là, à plus de 440 officiers diplômés. Et là-dedans, je pense qu'il faut aussi se garder d'ambition qui soit absolument démesurée. On aura doublé en l'espace d'un peu plus de 5 ans, ce qui est très bien. On peut continuer à augmenter la charge, mais il faut le faire de manière intelligente. Le transport maritime, c'est cyclique, c'est une activité qui... Beaucoup de fluctuations. Qui est soumise à beaucoup de fluctuations. On vit une époque, et j'espère, je touche du singe, on vit une époque qui est vraiment assez inédite dans la correspondance entre le pavillon français et le système de formation en France. Donc ça veut dire que l'ensemble de nos officiers sont embauchés par des compagnies françaises. Moi je défends le pavillon français. Le pavillon français c'est un droit du travail qui est particulièrement avantageux et qui est en lien avec notre modèle social. Si on préserve cette dynamique-là, si on préserve cette capacité à former au profit du pavillon français, alors là oui, on peut commencer à monitorer un petit peu le nombre de personnes dont on a réellement besoin. Donc 440, c'est peut-être la masse critique. Est-ce qu'on doit la faire évoluer ?
Il faudra être en lien avec les armateurs. Par contre, il faut s'y tenir. Moi, j'y tiens. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'il faut doubler, il faut prendre les élèves en stage, il faut les prendre en embarquement et il faut les embaucher derrière. François, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes à la tête d'une école qui est présente sur plusieurs sites, donc Le Havre, Nantes, Saint-Malo et Marseille. Est-ce que, comme dans n'importe quel environnement, il y a une petite concurrence entre les sites? Et est-ce que cela n'est du coup pas trop visible, que Marseille sont bien sûr les plus forts et que vous les préférez largement? Ça se voit tant que ça? Évidemment. Bon, écoutez, ouais, je suis obligé de le confesser, ouais, effectivement, Marseille, c'est parmi les plus forts. Donc oui, non, en fait, on essaye notre sous-titre du contrat d'objectif, c'est faire école, c'est essayer de faire en sorte que la rivalité qui a pu exister pendant des années, peut-être même pendant des siècles entre différentes écoles, alors je vous rassure, il n'y a plus personne qui date de 1571, mais on a une rivalité qui a existé. Le but, c'est de faire parler les gens ensemble. Enfin, c'est comme à l'échelle des différentes communautés, faire société, c'est dur d'arriver à mettre en correspondance des personnes qui sont issues d'un environnement marseillais, qui n'ont pas souhaité s'intéresser à la manière dont la formation était dispensée au nord de la Loire. Il faut essayer de les mettre d'accord. Mais de la même manière, avec la marine nationale et la marine marchande, c'est compliqué. Et la vie serait pas marrante si c'était pas compliqué. Donc oui, moi je me plie à ça et à essayer de faire école. Et surtout, je le demande aux personnes qui sont autour de moi. C'est-à-dire qu'on a bâti un contrat d'objectifs et de performance ensemble, sous l'égide de la féconde du conseil d'administration. Ça a été un très bel exercice. Je pense que c'est un cadre qui est relativement apaisé aujourd'hui. Et j'invite l'ensemble des personnes de l'école, l'ensemble des élèves aussi, à jouer leur part dans cet état d'esprit qu'on essaie de changer et d'infuser différemment dans la marine marchande. Plus sérieusement, on parle souvent de l'aspect très technique de la formation, mais ce qu'on oublie, c'est que commander un navire, c'est aussi du management à très haute intensité, une activité comparable à celle de gérer une PME, sauf qu'on vit en huis clos avec ses équipes, 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines, avec des décisions à prendre extrêmement vite, une pression très forte, et l'obligation de créer un vrai collectif. Comment est-ce qu'on apprend finalement à manager dans ces conditions à l'ENSM, et quelles sont les compétences humaines que vous développez chez les élèves? Une petite question, vous voulez pas venir à l'école? Vous voulez pas rentrer en... On en reparlera plus tard. Vous avez parfaitement compris les enjeux du transport maritime aujourd'hui. Tout va plus vite, tout va plus loin. Il faut être capable de prendre des décisions rapidement. Parfois, d'ailleurs, des décisions qui se prennent différemment d'il y a quelques années, puisque quand on a un fleet center qui est une tour de contrôle qui vous dit par où passer, où souter, dans quel port aller, c'est un petit peu différent de ce qu'on imagine comme étant le capitaine étant le seul maître à bord. Il faut être capable de trouver des correspondances avec les outils du moment. Alors oui, je vous le disais, on applique une convention internationale, la STCW, on applique aussi les critères de la convention des titres, la commission des titres de l'ingénieur. Bon, on travaille autour de ces enjeux-là, mais on développe aussi quelques compétences complémentaires dans ce qui est du management, par exemple, mais il faut renforcer cette part-là. Alors ça passe aussi par des exemples très concrets, des conférences qu'on peut faire. On a des personnes qui peuvent venir d'écoles de commerce, le lien avec le milieu portuaire, montrer qu'il y a des correspondances et que le milieu maritime, aussi particulier soit-il, n'est pas complètement isolé. La comparaison que vous faites avec une PME, quelqu'un qui tous les matins se lève et met en jeu jusqu'à sa vie personnelle, c'est exactement ça. Quand on est à bord de son navire et qu'on vit dans ce huis clos, alors c'est un huis clos qui est un peu plus lointain, puisqu'on est au milieu de l'Atlantique, ou ailleurs, mais on a des correspondances, et donc ce type d'exemple pour montrer dans l'intergénérationnel aussi comment les jeunes peuvent arriver à s'en inspirer, c'est profondément important. Mais il faut le développer, vous avez raison, et développer d'autres types de parcours derrière. Donc je serais très heureux qu'on puisse s'aboutir, c'était dans notre contrat d'objectif, dans la construction d'un MBA sur ce qu'est gérer une entreprise maritime, avec une compétence qui n'est qu'une compétence d'officier de la marine marchande au départ. Et on voit à quel point les officiers de la marine marchande rayonnent. Vous en avez dans le transport, dans la logistique, vous en avez dans l'assurance, vous en avez qui sont dans le corps préfectoral, vous en avez qui ont épousé une carrière publique. Enfin, tout ça, c'est évidemment fondamental. Et après l'intergénérationnel, du coup, la mixité
citer un sujet qui nous tient énormément à cœur et qui nous anime bien sûr dans la gueule de l'emploi, c'est celui de la place des femmes. On voit que le sujet de l'égalité est un sujet également qui est très présent dans vos engagements côté ENSM. Quelles sont les avancées sur ce sujet? Quelle est la répartition à date hommes-femmes à l'ENSM et les objectifs bien sûr pour les prochaines années, sachant que ce que vous m'expliquiez en préparation de cette interview, c'est que en dépit du fait que les femmes ont les meilleurs dossiers à l'entrée, elles naviguent souvent moins longtemps. Oui, elles ont des très bons dossiers parce que les femmes sont peut-être plus on est scolaires. rigoureuses, nous. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on a des hommes qui ont d'excellents dossiers également. Il faut les conforter. On a une lutte effrénée contre les violences sexuelles et sexistes au sein de l'école. Moi, je m'y engage très personnellement autour d'enjeux de formation, de communication, avec une cellule d'écoute, une personne dédiée qu'on a mise en place. Donc il faut conforter les femmes dans le fait qu'il n'y a aucun métier qui leur soit interdit. Alors après, la question se pose des aménagements qui peuvent être faits dans le temps de travail par la suite, pour celles qui souhaiteraient s'arrêter un moment, repartir ensuite. Il faut travailler avec les compagnies maritimes et également avec le système de protection sociale, avec l'ENIM, pour avancer sur cette question. La répartition, aujourd'hui, on a sur la première année d'officiers polyvalents, on a 20% d'officiers polyvalentes, des jeunes femmes qui sont là, et j'espère qu'elles s'accrocheront pour rester jusqu'en 5e année. La part que je donne, elle est plutôt à 15%, parce qu'on a des filières mécaniciens où elles sont un peu moins nombreuses, mais il n'y a aucun métier qui leur soit interdit, donc ça reste une école d'ingénieurs dans laquelle il y a moins de femmes que d'hommes, mais on est aussi dans cette Et du coup, promotion. votre objectif à vous, François, vous serez heureux si... Moi, je serais heureux si femmes et hommes qui souhaitent rentrer à l'école peuvent rentrer à l'école. Je me mets pas d'objectif. Je trouve que les critères qu'on peut avoir de 50% de mixité, c'est incohérent. C'est-à-dire que c'est à la faveur aussi... Il y a une appétence aussi des sujets. Bien sûr, mais c'est une appétence qui doit être avant tout individuelle. C'est-à-dire que si on a une année 40% de femmes, je serais évidemment très heureux et puis je le mettrai en avant. Mais faut-il encore que ce soit généré par un désir qui est entretenu, qui est soutenu et qui permette à la mixité de se mettre en place. Voilà. Et pour les jeunes qui nous écoutent ou potentiellement leurs parents, pourquoi choisir le NSM aujourd'hui et qu'est-ce que cette formation a d'unique en une phrase ? En une phrase, je vais vous faire une question. Quelle autre formation peut vous apporter autant d'autonomie, autant de compétences, autant de capacité à avancer dans la vie, à vous reconvertir à terme, à partager des enjeux de transition énergétique, de digitalisation, à se sentir aussi utile et dans un environnement qui est aussi particulier. Voilà, une fois que vous êtes posé cette question, venez à l'école. Mais alors, on peut encore s'inscrire là ? Il reste des places parce que moi, je viens tout de suite. Ouais. Alors pour cette année, non, parce que Parcoursup c'est fermé, il faut confirmer les vœux, mais sur de la formation donc professionnelle... Donc vous nous faites rêver comme ça, mais là on peut plus. Non, on peut toujours, ceux qui sont en première, en seconde, pourront évidemment penser pour la suite, et puis tout ce qui est formation professionnelle, on peut encore, parce que c'est plus ponctuel. Mais on répondra à vos questions, regardez le site internet et on vous orientera. Génial. François Lambert, directeur général de l'ENSM, que peut-on vous souhaiter dans les prochaines années ? Pour le NSM, ce qu'on peut souhaiter, c'est de maintenir le cap, de continuer à former des jeunes motivés, avec une équipe qui est elle-même motivée, et d'infuser quelque chose d'autre, de différent dans la marine marchande, autour de cet objectif ambitieux que je vous décrivais. Pour moi, continuer à être heureux, et puis à être utile au service de la cause maritime. Puis venir souvent à Marseille aussi. Donc notre dernière question, et après on vous laisse filer. François Lambert, quel est votre mantra, cette bonne pratique qui vous a suivi tout au long de votre carrière et que l'ensemble de vos collaborateurs ont forcément entendu en travaillant à vos côtés ? J'en ai 3. L'idée qu'on sert quelque chose de plus grand que soi, donc toujours l'intérêt général et le collectif. Deuxième, c'est de faire des choses sérieuses sans jamais se prendre au sérieux, parce que la vie est trop courte pour pas rigoler un peu. Par contre, il faut faire des trucs sérieux. Et puis ne jamais héroïser son présent, parce qu'on dramatise toujours ce qu'on est en train de vivre. Il faut au contraire être positif. Un immense merci François Lambert pour votre temps, pour ce beau partage et votre énergie. Nous étions ravis de vous accueillir dans la gueule de l'emploi. Merci à vous. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiojm.fr dans la rubrique La gueule de l'emploi. Et comme toujours, nous on se quitte en chanson. Une chanson, François, que vous avez choisi de nous partager, et ce titre c'est Amsterdam de Jacques Brel. On a hâte d'écouter ça. Un grand merci et à très vite dans la gueule de l'emploi.